Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Viva Culture, Isabelle Royer, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, dans 10 minutes chroniques, Catherine Desormières aborde l'épisode numéro 3 de sa chronique « Où sont les femmes ?» Elle s'intitule « L'année du singe » aux éditions des femmes de Patti Smith. Dans « Autour des livres », Catherine Emery-Bernet évoque la guerre au Soudan, en Ukraine et plus particulièrement au Liban, et elle cite des extraits d'œuvres de Sabile Goussoub et Oliver Roé, écrivains libanais. Pour la musique, nous entendrons Sting, qui chante pour l'Ukraine. Il a repris une chanson de 1985. Quant à Anne Hidrogou pour ses lieux-dits, elle interviewe Greg Chenel, qui cuisine, sculpte, fait des pâtisseries en trompe-l'œil. « 10 minutes, chronique. Où sont les femmes ?» 3e épisode. L'année du singe, Patti Smith, aux éditions des femmes. Il était minuit largement passé, lorsque nous nous sommes garés devant le Dream Motel. J'ai payé le conducteur, me suis assuré de ne rien oublier, et j'ai appuyé sur la sonnette pour réveiller la propriétaire. « Il est presque 3 heures du matin », a-t-elle dit. Mais elle m'a remis ma clé et une bouteille d'eau minérale. Ma chambre était à l'étage du bas, face au long embarcadère. J'ai ouvert la baie vitrée coulissante et j'ai pu entendre le son des vagues, accompagné de l'aboiement ténu des otaries affalées sur les planches en dessous du quai. Selon l'astrologie chinoise, 2016 est l'année lunaire du singe et commence en février. J'entendais des salves de pétards à mèche qui explosaient à quelques rues d'ici. L'année du singe avait commencé et je ne savais pas du tout comment ça allait tourner. J'ai étalé mes quelques biens sur le lit, mon appareil photo au soufflet enfoncé, carte d'identité, calepin, stylo, téléphone à plat et un peu d'argent. J'ai décidé de rentrer bientôt à la maison, mais pas tout de suite. Je me suis servi du téléphone de l'hôtel pour appeler le poète qui m'avait donné un manteau noir, un manteau adoré, que j'avais perdu. 2016 est l'année où Patti Smith a eu 70 ans. Elle venait de terminer une série de concerts à San Francisco. Elle était seule, libre de toute contrainte. Elle pouvait s'abandonner à ses pensées, une sorte de voyage flottant, entre rêve et réalité, qui commençait à Santa Cruz. Ce soir-là, malgré le froid, j'ai marché sur le quai de Santa Cruz, la plus longue jetée en bois d'Amérique, 800 mètres de long. Elle avait servi jadis à acheminer les pommes de terre de San Francisco au campement des exploitations minières de la Sierra Nevada, à l'époque de la ruée vers l'or. Bien qu'habituellement animé, l'embarcadère était à présent quasi désert, pas âme qui vive, pas d'avion dans le ciel, pas de bateau en vue, juste les grognements et la respiration bruyante des otaries endormies. J'ai appelé Lenny pour lui dire que je ne rentrerai pas avant un certain temps. Le cœur gros, nous avons parlé de Sandy. Nous nous connaissions tous depuis si longtemps. Nous nous étions connus en 1971, après ma première performance de poésie. Lenny m'accompagnait alors à la guitare électrique. Sandy Pearlman était assis, en tailleur, à même le sol, dans l'église Saint-Marc, vêtu de cuir, à la Jim Morrison. Ce livre, défini par Patti Smith elle-même, comme moitié fiction, moitié autofiction, est un récit traversé de rêves où se mêlent aux souvenirs de véritables échanges, mais aussi les dialogues imaginaires ou remémorés, réinventés, avec des amis disparus ou éloignés. Les rêves, a dit Patti Smith dans un entretien, sont comme une vie parallèle. Ils apportent une deuxième existence. Et parce que l'année qui commence est celle d'un moment de basculement, elle va le franchir dans une solitude voulue.
La chatte se frottait contre mon genou. J'ai ouvert une boîte de sardines, lui ai haché sa part, puis j'ai coupé des oignons, fait griller 2 tranches de pain d'avoine et me suis préparé un sandwich. Observant mon image, à la surface mercurielle du grille-pain, j'ai remarqué que je paraissais simultanément jeune et vieille. Marc Aurèle nous demande de prendre acte du passage du temps les yeux ouverts. 10 000 ans ou 10 000 jours, rien ne peut arrêter le temps, ni changer le fait que j'aurai 70 ans au cours de l'année du singe. 70 ans. Un simple nombre, mais qui indique le passage d'un pourcentage significatif du temps alloué dans le sablier, sachant qu'on est soi-même l'œuf dont on mesure le temps de cuisson. Elle pense à des moments d'amitié affectueuse, portée par un passé dont elle dit qu'il existe dans son présent et son futur. Ses réflexions l'emportent et la ramènent vers des voyages inachevés, parce que toujours en cours dans ses pensées. Milan, Lisbonne, Bilbao. Elle nous emmène de la Californie au désert de l'Arizona, dans le Kentucky, s'arrête à New York. Dans ses conversations avec ses amis absents, la figure de Sandy Pearlman, inconscient sur son lit d'hôpital, ne la quitte presque jamais. Celle de son grand ami Sam Shepard l'accompagne, lui que la maladie va emporter. Pourtant, Patti Smith dit que son livre n'est pas celui de la peine, ni de la nostalgie. Elle dit que dans la vie, la perte des amis, des parents, nous montre une nouvelle voie, et qu'il y a plusieurs façons d'y faire face. On devine que sa manière à elle d'y faire face se trouve dans la liberté d'une pensée sans contrainte et dans la création. C'est par un bref éclat pudique qu'elle évoque la plus franche fracture de son existence, un rappel du temps, par un signal ordinaire du temps, celui de la disparition de Fred Smith, son mari. Malgré tous les efforts, février s'enfuit, même si, comme c'est une année bissextile, il y a un jour de plus à observer. Je regarde fixement le nombre 29 sur le calendrier, puis, à contre-cœur, arrache la page. Le 1er mars, mon anniversaire de mariage. 20 ans sans lui. On comprend aussi que cette année du singe n'aura été qu'une étape, qu'elle partira bientôt pour l'Australie. Une série de concerts se prépare. Elle reprendra la route après une trêve. Je persiste à penser que quelque chose de merveilleux est sur le point de se produire. Demain peut-être, un lendemain après toute une succession de lendemains.
Dans cette série Où sont les femmes, je voulais apporter un nouveau chapitre, celui des femmes libres. Mais qu'est-ce qu'une femme libre ? Y a-t-il une définition ? Il suffisait sans doute d'évoquer la figure d'une femme incontestablement libre, qui n'a peut-être eu qu'à cultiver sa liberté, la préserver, s'en servir pour être pleinement artiste, sans renoncer à être femme. Libre d'avoir pendant 16 ans abandonné la scène pour élever ses enfants, avant son retour pour composer, écrire, se produire, devenir une figure incontestée de la culture. Pour cela, j'ai choisi Patti Smith et l'année du singe. Elle qui a dit dans un entretien « Je ne me suis jamais sentie enchaînée ». Pour ceux qui le souhaitent, retrouvez des liens d'entretien, de textes, de musique sur Patti Smith évoqués dans ce 10 minutes chronique en allant faire un tour sur le site de la MCH, Maison de la Culture du Havre. Nous nous retrouvons le 18 juin, ici, sur Westrack Radio, dans Viva Culture. Où sont les femmes ? À suivre. Ah, Dieu, que la guerre est jolie. C'est pas moi qui le dis, c'est Apollinaire, en 1918, dans Calligramme. Jolie, je ne sais pas, mais très présente et réelle, au Soudan, en Ukraine et en bien d'autres endroits. Très présente dans les pensées et le travail d'intellectuels et d'artistes.
Preuve en était, en février, la 18e édition de Hors Piste au Centre Pompidou. En mars, au même endroit, avec Effraction et une rencontre entre Sabile Goussoub et Oliver Rowe, autour du thème « La mémoire et l'exil », récit de la guerre civile libanaise. Sabile Goussoub est né en 1988, de parents libanais, arrivés en France en 1975. Il a 3 livres à son actif, dont Beyrouth sur Seine, Goncourt des lycéens 2022. Et tous 3 sont en lien avec cette guerre qui a duré de 1975 à 1990 et que Sabile Goussoub n'a vécu personnellement qu'à travers l'exil et le traumatisme familial. Oliver Rowe, lui, est né en 1972, au Liban. Il est resté jusqu'à ses 17 ans. Son dernier livre, Champs balnéaires, est sorti cette année chez Alia, 20 ans après son premier, Défaut d'origine, chez le même éditeur. Fidèle à son éditeur donc, et fidèle au thème, la guerre au Liban, même si, dans les livres précédents, il ne nommait pas le pays. Champs balnéaires est un récit d'expérience, le quotidien de la guerre, en dehors des batailles. Quotidien d'un ado, sa scolarité, ses désirs, une normalité mais façonnée par la guerre, écrit au présent, à partir de souvenirs, mais en multipliant les formes. Un chant de vie à ceux qui ont résisté simplement en continuant de vivre, malgré ces 15 ans de conflit. Mais voilà un extrait du premier livre de Rowe, Défaut d'origine, un coup de gueule. Nous sommes dans les premières pages, le personnage est dans un avion. Cet endroit, ce simulacre de pays, ce cloaque pestilentiel que tu considères comme ton pays d'origine, ne sera jamais plus rien d'autre qu'un perpétuel champ de ruines. Voilà le genre de phrase sentencieuse que Roman aimait à prononcer. Les habitants de cette ville ne se rendent pas compte que ces rues où ils se plaisent à pavaner aujourd'hui allègrement ne sont en réalité qu'un immense cimetière encore fumant. Les habitants de cette ville roulent en bagnole, vont et viennent, furettent, se baladent et gambadent, mais ne s'imaginent jamais que sous leurs pieds, exactement, parsemés un peu partout, il y a encore des corps en cours de putréfaction, des corps qui n'ont pas encore complètement fini de gesticuler. Pendant des années, les habitants de cette ville se sont assassinés mutuellement, sans vraiment savoir pourquoi. Nul ne le sait vraiment. Et maintenant, ils se jettent dans les bras l'un de l'autre, comme si de rien n'était. Désirez-vous boire quelque chose? Un club soda vous irait? Pendant plus d'une décennie et demie, tous ces abrutis qui t'encerclent de partout aujourd'hui, tous ces parvenus immondes qui te narguent, toutes ces raclures dégoulinantes de suffisance qui t'assiègent, se sont un jour, hier pour être très précis, combattus à mort. Des frères de sang, des voisins de palier ou des amis de longue date, comme on dit, se sont mobilisés chacun dans un camp, puis se sont monstrueusement armés, puis se sont entretués aveuglément sans jamais se demander à quelle fin. Un jour, ils s'envoyaient des propositions de trêve. Le lendemain, ils s'envoyaient des obus lourds de plusieurs tonnes sur la tête. Un jour, ils signaient la paix des braves dans de grands hôtels de Genève. Le lendemain, ils ordonnaient des cabales barbares, et ainsi de suite, jusqu'à ce que mort s'en suive. Aucun des protagonistes de cette somptueuse boucherie, tout le monde maintenant que j'y pense, ne s'était interrogé sur ses propres motivations, disait Roman. On allait à la mort la fleur au fusil, parfois par peur de se faire tuer, souvent par simple amour du sang. Puis-je vous prendre votre paquet de cacahuètes salées? Contrairement à toutes les guerres précédentes de l'histoire, celle-là ne s'embarrassait d'aucun vernis idéologique, ni d'aucune rhétorique fumeuse, disait Roman. Elle n'a pour ainsi dire que très faiblement fait appel à notre prétendu instinct patriotique et communautaire, ou à notre non moins prétendue prédisposition à la démagogie. Inutile de recourir à tout cela, à tous ces systèmes, à toutes ces références, à tous ces mythes manifestement superflus. Sympa, merci. C'était tout simplement un abattoir à entrée libre, un gigantesque foutoir, proprement mortel, où l'on venait régulièrement, très simplement, en famille, pourrait-on dire, se dégourdir les muscles. Après tout, je pense même qu'on entrait dans la guerre uniquement pour ne pas s'ennuyer. On y entrait histoire de se divertir un peu, de voir ce qui s'y passe, histoire de rompre la fameuse monotonie du quotidien. Si tu réfléchis bien à ce qui s'est réellement passé, avec le recul nécessaire, je veux dire, tu verrais bien que tout cela n'avait bien entendu strictement aucun sens, ni d'ailleurs le moindre semblant de sens. Pas la peine de manier de grands prétextes, de grands discours aussi tortueux qu'inutiles, disait Roman en avalant son café. Des bandes qui s'emmerdaient fermes se sont formées, et puis voilà.
Enfin, sachez que jusqu'au 27 août, à Genève, au Musée international de la Réforme, on peut voir Déflagration, l'exposition de 140 dessins venus de 35 pays différents, dessins d'enfants d'aujourd'hui ou plus anciens, dessins collectés, référencés et préservés. Pour se souvenir, se rendre compte de combien la guerre est partout, tout le temps, mais pas jolie. Au revoir. What might save us, me and you, is that the Russians love their children too. I've only rarely sung this song in the many years since it was written, because I never thought it would be relevant again. But in the light of one man's bloody and woefully misguided decision to invade a peaceful and threatening neighbour, the song is once again a plea for our common humanity. For the brave Ukrainians fighting against this brutal tyranny, and also the many Russians who are protesting this outrage despite the threat of arrest and imprisonment. We, all of us, love our children. Stop the war. In Europe and America, there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviet. Mr. Khrushchev said, "We will bury you." I don't subscribe to this point of view. Be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There isn't... Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Greg Chenel qui va nous donner son parcours. Bonjour Annie. Bonjour Greg. Alors je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, voilà. Donc moi tout d'abord c'est la pâtisserie qui m'a toujours intéressé. Donc quand j'étais petit, j'allais chez mon boulanger, je faisais de la pâtisserie, des gâteaux avec ma maman. Après mon brevet des collèges, je suis allé au lycée Jules Le Seine. Donc j'ai fait mon bac techno en hôtellerie-restauration. À la suite de ça, j'ai fait mon BTS hôtellerie-restauration, management en hôtellerie-restauration. Et après, j'ai voulu me retranscrire un peu dans la pâtisserie. Donc j'ai fait un CAP pâtisserie en 1 an. Je suis ensuite allé à Caen faire un BTM mention complémentaire pâtisserie, chocolaterie et dessert. Donc voilà, et après je suis rentré dans le monde du travail. J'ai été directement embauché en tant que chef pâtissier dans une pâtisserie à Etretat. Après j'ai eu d'autres expériences dans d'autres restaurants et il y a 3 ans de cela, j'ai décidé avec mon ami d'ouvrir mon restaurant, donc l'Anecdote. D'accord, donc vous êtes pour l'instant directeur de l'Anecdote, ou comment on peut dire? C'est ça, bah oui, je suis co-gérant de l'Anecdote et moi je gère la partie cuisine, donc tout ce qui est production culinaire, gérer les équipes, les approvisionnements, etc. Et mon ami, lui, gère la salle et la paperasserie. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a mené à vouloir avoir votre propre restaurant? Alors moi j'ai toujours voulu être mon propre patron, donc j'ai toujours eu un peu de mal avec l'autorité et la hiérarchie, donc c'est vrai que pouvoir décider pour moi-même et avoir mon destin entre mes mains, c'était mon ambition. Vos activités?
Alors moi, par le restaurateur. oui, bien sûr, sachant que ça prend déjà beaucoup de temps, voilà, c'est du 6 jours sur 7. Mais j'arrive à me trouver quelques creux là depuis quelques mois. J'ai une équipe stable en cuisine sur qui je peux compter, donc je peux m'absenter de manière plus facile et plus régulière. Donc tous les vendredis, je vais faire du modelage dans une association à Montgaillard qui s'appelle l'AREC. Donc c'est des cours qui durent 2 heures et c'est des thèmes soit imposés, soit libres, mais c'est assez ouvert à l'expression de chacun, et c'est ça qui est très intéressant. Et il y a une très très belle tête sur le bar. Oui, effectivement. Alors j'avais comme objectif de faire un visage humain. J'ai d'abord fait, j'ai fait des mains, j'ai fait un petit corps d'enfant, tout ça. Mais c'est vrai que faire un visage expressif, c'était vraiment mon ambition. Donc je me suis un peu inspiré du tableau du cri de Munch. Et j'ai fait un visage qui crie, donc on voit la glotte, les dents, tout ça. Donc c'était l'idée de vouloir quelque chose de très expressif, et bon voilà, vu que c'est très expressif, je me suis dit je vais le garder dans le restaurant et ça fera peut-être réagir les clients. Vous faites aussi de la colothérapie. Oui, de la couleur thérapie, en gros c'est après c'est une activité un peu à la mode, je fais en gros c'est plus simplement du coloriage, quoi. C'est le soir quand je rentre du travail, après une grosse journée avant de me coucher, je colorie, je dessine. Ça m'aide à me détendre et puis à couper un peu du speed du service qui vient de se terminer et changer un peu le rythme, quoi. Et quelle est la particularité de vos desserts? Alors moi je fais des desserts, donc je fais des desserts classiques un peu plus quand même élaborés, et aussi on fait toute une gamme de desserts en trompe-l'œil. Donc à chaque carte, les trompe-l'œil changent. Donc les tout premiers trompe-l'œil qu'on a fait, qui a bien marché, qui est un peu notre trompe-l'œil de référence, c'est le galet. Donc c'est vraiment, ça ressemble à un galet, c'est une mousse au fromage blanc avec une compotée de pommes. Donc voilà, c'est glacé dans du chocolat blanc qui est coloré au charbon végétal, ce qui donne une couleur grise, la couleur du galet. Après actuellement on a la tomate, donc tomate et fraise, et la poire qui sont en trompe-l'œil. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail, et après que ça se rapproche un peu du modelage, parce que c'est sculpté à la main, donc on prend un couteau, on le sculpte à la forme du fruit. Donc c'est un petit peu de boulot, mais c'est toujours agréable de voir les clients surpris quand le dessert arrive dans leur assiette. Et comment c'est de la sculpture également, quoi. Oui, tout à fait. C'est de la sculpture. Ça se fait. C'est pas un moule où on met juste dans le moule et puis voilà. On part d'un moule sphérique et après on travaille les formes avec une poche, des palettes. Tout ça, c'est vraiment ensuite ça s'apparente un peu de la sculpture de dessert. Et vos projets? Alors les projets, donc à court terme, là, c'est surtout bien développer le restaurant. Voilà, ça fait que 3 ans qu'on est ouvert, donc se faire connaître. Après, à long terme, peut-être développer d'autres parties, peut-être une partie traiteur, pourquoi pas ouvrir une salle de réception, mais ça c'est encore sur du projet. Un rêve? Un rêve. Alors les rêves, on en a tous beaucoup. Moi, je rêve de faire plein de choses dans ma vie, et c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est politique, tout ce qui entoure ça, donc c'est vrai que je m'intéresse. Après, de dire que j'irai un jour dedans, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Après, en rêve personnel, j'aimerais bien faire le tour du monde, voyager, voir des différentes cultures, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Je vous ai pas demandé, la déco de votre restaurant, je la trouve magnifique, c'est de vous? Oui, alors c'est de mon associé et de moi-même. On s'est inspiré un peu de notre déco qui a déjà chez chacun, et chez nous, et du coup on a retranscrit ça, les goûts qu'on avait dans notre restaurant. Donc on a fait la décoration, on a fait tous les travaux nous-mêmes d'ailleurs. Mon associé qui était du métier avant, donc il connaît tous les corps de métier des travaux, et du coup on a fait la décoration, tout ça nous-mêmes. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Wood
Schitt's Creek Road. You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we were going. I'm still holding on to everything that's dead and gone. J'imagine encore ton rire s'envoler comme un écho. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Pendant que nos souvenirs se changent en larmes sur ma peau. Oh, j'ai mal, j'ai peur de rester seule dans ce vide. Alors je laisse mourir mon cœur And left the rest in pieces. Des millions de gens mais je ne veux que toi. Même sur les photos j'entends ta voix. Mais ce qu'il y a de pire, c'est ta main que j'aimerais tenir. Mais je sais pourtant qu'elle ne reviendra pas. Oh, I'm still holding on to everything that's dead and gone. J'imagine encore ton rire s'envoler comme un écho. Now you're in the stars and 6 feet never felt so far. Pendant que nos souvenirs se changent en larmes sur ma peau. Oh, j'ai mal, j'ai peur de rester seule dans ce vide. Alors je laisse mourir mon cœur. Votre place dans la culture. Alors ma place dans la culture, je dirais que je suis dans la transmission et dans la création, dans le sens où, alors la transmission, c'est que ce que je sais faire, ce que j'ai appris, ce qu'on m'a moi-même transmis, j'aime bien le transmettre aux autres, apprendre aux autres ce que je sais faire, et apprendre aussi des autres ce qu'ils eux savent faire, c'est aussi un échange. Et dans la création, voilà. Ça, parce que ce soit dans le modelage ou dans la création des desserts, c'est vrai que je pars d'un objet brut et puis j'en fais quelque chose de différent. Après, j'ai pas la prétention de dire que je suis un artiste, mais c'est vrai que j'aime bien m'exprimer avec mes mains. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Moi, ce qui me rend heureux, c'est être avec mes amis, ma famille, autour d'un petit apéritif en terrasse, voyager, voilà, c'est travailler, j'aime mon travail, j'aime ce que je fais, j'ai pas à me plaindre, j'aime bien ma vie. La définition de la culture. Alors la culture, pour moi la culture c'est tout à chacun, c'est-à-dire que la culture c'est personnel mais c'est aussi commun. Donc ça nous rassemble, c'est-à-dire qu'on peut avoir des cultures communes, mais chacun aussi a sa propre culture. On peut faire un amalgame de différentes cultures, mais c'est ça qui est beau, c'est que un mélange de plein de cultures, ça fait aussi une culture pleine, quoi. Vos adresses, où est-ce qu'on peut vous joindre? Vous donnez l'adresse du restaurant naturellement. Alors l'adresse du restaurant c'est le 5 rue Saint-Louis, donc c'est au Havre. 5 rue Saint-Louis. Ouais, quartier Saint-François. Donc vous pourrez voir la sculpture sur le bar. Oui, je confirme. Et une adresse Facebook? Alors c'est restaurant l'anecdote, tout simplement. Et une page, un site? Un site internet, c'est restaurantlanecdote.fr. Voilà. D'accord. Avant de nous quitter, vous avez autre chose à ajouter? Avant de nous quitter, alors déjà je vous remercie d'avoir pris du temps pour m'interviewer. Voilà. Moi, ce qui compte, c'est que par exemple, je voulais mettre en avant un petit peu la REC. Voilà, c'est une association qui est super. Il y a plein de projets. Ils aident tous les gens du quartier. Ça, c'est vraiment super. Donc, c'est situé au Mont-Gaillard. Donc, faut pas hésiter à aller les voir. Et puis, si vous avez besoin d'aide, donc ils donnent des cours de français aussi. Ils aident à l'insertion. Ils donnent des cours d'informatique pour ceux qui savent pas trop en faire. De la généalogie aussi, c'est très intéressant. Et des cours de cuisine, d'ailleurs. Et c'est pas cher du tout, le... Ah non, c'est vraiment associatif, donc c'est abordable, c'est abordable pour tous. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Eh bien, merci aussi à vous. Une bonne journée. Merci bien, au revoir. C'était Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre,
présenté par Isabelle Royer, réalisé par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez au studio le début d'un cycle très important parce qu'il est rare. Des films ont été restaurés, des films de Jean-Pierre Mocky. Alors on le voit comédien dans un film de Georges Franju qui s'appelle La tête contre les murs en 1959 et réalisateur dans un film intitulé Solo qui date de 1970. Rejoignez-nous, adhérez, réadhérez, à bientôt. Notre assemblée générale aura lieu fin juin. Au revoir.